Merci, bonjour à tous. Alors, vous ne savez pas qu'il fallait faire de faute. Alors, ça sera à l'ancienne. Tout d'abord, je voulais réagir par rapport à ce qu'on a entendu juste avant. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a fait un peu l'éloge du tiers, du mandataire tiers, qui peut parfois faire peur. Et moi, dans ma pratique, je travaille énormément avec des majors, des MJPM comme eux, et j'en suis extrêmement satisfait. J'ai une haute estime de leur travail. Je considère qu'ils sont compétents, ils connaissent très bien leur matière, et par rapport à un tuteur ou un curateur familial, ils ont l'expérience juridique, ils connaissent mieux les droits, et donc ils peuvent agir plus rapidement et mieux. Donc, il ne faut pas en avoir peur de ces personnes-là. Au contraire, moi, je trouve qu'elles sont essentielles et que lorsque l'on ne se sent plus les épaules pour assurer une curatelle ou une tutelle qui peut être une mesure lourde, ça vaut le coup de demander un mandataire tiers soit nommé. Une chose qui a été dite aussi, c'est que lorsqu'on demande une ouverture de mesures de protection, ça peut prendre du temps, effectivement, mais quand même, lorsqu'on fait la demande d'ouverture de la mesure de protection, ne pas hésiter, s'il y a urgence, de bien le spécifier au juge. Et lorsqu'il y a urgence, le juge ouvre assez rapidement, dans les semaines qui suivent, parfois même dans les jours qui suivent, une mesure de sauvegarde de justice qui permet de prendre les premières mesures nécessaires et assurer la protection de la personne. Par exemple, imaginons, il y a la vente d'un bien immobilier qui est en train de se faire. On se rend compte que peut-être que cette signature a été consentie maladroitement par la personne à protéger, que cette vente n'est pas dans ses intérêts. Le juge des tutelles, avec la sauvegarde de justice, va pouvoir tout de suite nommer un mandataire tiers qui va vérifier l'intérêt du majeur et peut-être s'opposer à cette vente. Et ainsi, on va pouvoir sauvegarder les intérêts du majeur protégé s'il y a urgence. Donc voilà, donc ne pas hésiter, même si les procédures sont longues, à mentionner ce caractère d'urgence. Les juges y sont très attentifs. Alors, moi, je vais vous faire 3 thèmes en une demi-heure. Je vais essayer de faire 10 minutes chacune sur les mesures de protection, quelques éléments qui n'ont pas été dits précédemment. Un deuxième thème sur le soin, le consentement aux soins par les personnes, et enfin le droit de la compensation du handicap, notamment tout ce qui est demande auprès des MDPH, etc. Alors, sur la mesure de protection, parce que toutes les personnes schizophrènes ne sont pas sous mesure de protection, à quel moment se poser la question de savoir s'il faut le protéger, s'il faut qu'il soit protégé de la société. C'est au moment où on se rend compte qu'il y a un trouble cognitif. C'est-à-dire qu'il empêche de prendre des décisions pour lui-même, ou lorsque les décisions qu'il prend, manifestement, sont contre son intérêt. Par exemple, il dilapide ses biens, il fait des dépenses qui sont tout à fait inappropriées. Bref, on se rend compte que sa prise de décision n'est pas éclairée. Premier élément. Et également, il peut y avoir aussi un trouble physique. Son aptitude physique est tellement endommagée qu'en réalité, on ne peut pas discerner sa volonté et il ne peut pas donner son consentement. Donc, ce sont les 2 cas où l'on peut demander à un juge d'ouvrir une mesure de protection judiciaire pour que la personne soit protégée. Donc, il faut bien veiller pour votre entourage qui est atteint de schizophrénie, à l'évolution de cette maladie. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des éléments qui ne vont pas dans le bon sens, se poser la question de savoir s'il ne faut pas protéger cette personne. Alors, la mesure de protection, c'est vraiment, il a été dit précédemment, mais j'insiste là-dessus, c'est pour protéger. Ce n'est absolument pas quelque chose de coercitif qui emprisonne. Au contraire, ça va pouvoir la libérer, ça va pouvoir la décharger d'une lourdeur, ça va pouvoir aussi décharger la famille de crainte. Parce qu'il y aura, selon le besoin de la personne, une curatelle ou une tutelle, et les actes, les dispositions qu'il va pouvoir prendre pour lui-même, si elles ne sont pas adaptées, soit elles vont pouvoir être annulées, parce que ça n'a pas été fait avec l'assistance du curateur ou
le tuteur lui-même, ils ont été faits seuls dans leur coin, donc on va pouvoir les annuler, donc ça protège énormément la personne. Et de même, sur tout ce qui est aspect personnel, le soin, le consentement aux soins, lorsqu'on est en hôpital, le fait d'avoir, c'est le cas spécifique de la tutelle, d'avoir un tuteur avec soi, ça va permettre d'être sûr que l'information a bien été réceptionnée et que le consentement aux soins a bien été donné. Donc, ce sont des mesures qui sont importantes. Et tout à l'heure, j'entendais une question pour préparer l'avenir. Bon, préparer l'avenir, pour une personne notamment schizophrène, ça passe aussi par les mesures de protection. Si on se sait qu'on va peut-être bientôt passer de vie à trépas, si on sait que son entourage est protégé juridiquement, ça peut rassurer parce que la mesure de protection, elle est revue tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il va y avoir, on est certain, une personne qui va venir assister ou représenter la personne de notre entourage. Et il va y avoir aussi un juge qui va se déterminer sur cette personne. Voilà, donc la personne, elle va être suivie malgré nous. Donc ça peut rassurer. Et dernier élément dont on n'a pas parlé pour la protection de l'avenir, c'est le mandat de protection future. Une personne schizophrène qui va bien, mais qui sait au fond de lui qu'il peut du jour au lendemain ne plus aller bien, que sa maladie peut prendre le dessus, que les traitements ne sont peut-être pas suffisants, voilà, ça se dégrade, il peut faire ce qu'on appelle un mandat de protection future. Alors, il y a plusieurs sortes de mandats de protection future, mais le mandat le plus clair, le plus simple, le plus efficace, c'est de le faire devant le notaire. On va voir un notaire, et on lui dit, lorsque ma santé se dégradera, je souhaite que telle personne prenne en charge mes biens, me représente dans ma vie personnelle, me représente pour les actes médicaux, me représente pour tous les actes de la vie quotidienne. Une fois ce mandat consigné au milieu du notaire, on est entre guillemets apaisé et le jour où la santé va pouvoir se dégrader, la personne qui a été désignée, parenthèse, effectivement, la personne a accepté préalablement d'être mandataire de cette mesure, elle va juste devoir aller voir un médecin spécialisé, inscrit sur la liste du procureur, et ce médecin-là va certifier médicalement que les capacités cognitives de la personne se sont dégradées, et on va pouvoir ouvrir la mesure de protection par une simple déclaration au greffe. Donc voilà, c'est au greffe des tutelles. Donc c'est une mesure voilà, qui peut préparer l'avenir. Pour finir, la différence entre curateur et tuteur, elle est simple. Il faut imaginer que le curateur, il assiste, donc il est avec la personne. On va signer un acte important, il signe avec. Et le tuteur, il représente, donc il est pour la personne. Donc ça, c'est important. Et le tuteur va avoir un rôle extrêmement dominant et très central dans le consentement aux soins. Donc le consentement aux soins, disons le focus sur la santé des personnes vulnérables, des personnes de tout à chacun. Les règles que je vais énoncer là, il va y avoir le principe qui est applicable pour tout le monde et les règles spécifiques pour les personnes qui sont protégées sous tutelle. Toutes les autres, même sous curatelle, c'est le régime général. D'accord? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les mesures, parce qu'il faudrait plus que 10 minutes, enfin, plus qu'une demi-heure. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est quelques éléments clés, quelques éléments phares qui puissent vous dire, tiens, l'avocat m'a parlé de ça, ça existe, soit je le recontacte, soit je contacte quelqu'un d'autre, soit je vais regarder sur Internet, mais au moins, vous ayez un réflexe en vous disant, tiens, il m'a parlé d'une personne de confiance, il m'a parlé du consentement aux soins, il y a quelque chose qui me chiffonne, je sais que ça existe. Voilà, donc l'idée de ma présentation là, c'est de vous donner quelques clés, quelques lanternes sur lesquelles vous appuyez pour vous soutenir si jamais il arrivait ce genre de situation. La première chose, on en a parlé, je suis assez content parce que je crois qu'il y a un médecin ce matin qui en a parlé et tout à l'heure, le MJPM en a parlé aussi, c'est la personne de confiance. Ça, pour moi, c'est central. On n'en parle pas assez, c'est pas assez développé. Mais la personne de confiance, donc c'est une notion qui a été créée pour garantir l'expression de la volonté du patient.
Donc, chacun peut désigner une personne de confiance pour assister dans ses entretiens médicaux et être aidé dans la prise de décision aux soins. Le secret médical, ça c'est important, ne peut s'opposer à sa présence si la personne a décidé de sa présence. Donc, elle est là pour soutenir et faire valoir la volonté de la personne. Elle peut prendre connaissance du dossier médical avec l'autorisation de la personne. De plus, et ça, c'est là où ça devient très intéressant, en cas de pronostic grave, les médecins sont tenus d'informer cette personne de confiance. Donc, imaginez, la personne schizophrène est hospitalisée. Si les médecins savent qu'il y a une personne de confiance, ils sont tenus de l'informer. Ce qui peut, derrière, faciliter la prise en charge de soins, qui peut faciliter beaucoup de choses, qui peut aussi venir éclairer le médecin sur les volontés de la personne qui est en train d'être hospitalisée. Et il faut bien comprendre que son témoignage va prévaloir sur tous les autres. S'il y a des contestations sur la décision médicale à prendre, le médecin doit se dire que son témoignage prévaut sur tous. Il faut aussi savoir que les parents, les époux, les enfants, toute la sphère familiale, tous les éléments proches ne sont pas des personnes de confiance par défaut. Donc c'est vraiment une personne que l'on a désignée. C'est une personne qui on a confiance, qui connaît notre point de vue sur la médecine, qui connaît nos volontés si jamais on est hospitalisé. Est-ce qu'on va vouloir arrêter les traitements si jamais ça va loin? Quel type de chirurgie on pourrait accepter? Voilà, la personne de confiance connaît cela et va pouvoir le dire au médecin. Donc c'est important. Et dernière chose, donc la personne de confiance, c'est une personne dont on va l'écrire, on va faire un écrit, et on va le transmettre, c'est important de le mettre dans son dossier médical. Aujourd'hui, on a un dossier médical qui peut être dématérialisé. Donc, le grand conseil à donner, lorsqu'on choisit une personne de confiance, c'est de faire la démarche pour que cette personne soit inscrite dans le dossier médical dématérialisé. Ça permet que les médecins soient informés. Et si jamais, par exemple, ça se passe mal, les médecins n'ont pas informé la personne de confiance, voilà, c'est un élément supplémentaire, peut-être pour engager une responsabilité plus tard, pour si jamais l'acte médical se passe mal et qu'il y a des conséquences graves, on pourra dire que la personne de confiance qui était présente au dossier n'a pas été informée, etc., etc. Et puis après, il peut y avoir des procédures. Donc voilà, c'est quand même une personne centrale. Les directives anticipées, je ne sais pas si ça vous touche, mais c'est un peu le même type que la personne de confiance. Toute personne peut écrire par avance ses directives anticipées pour indiquer s'il souhaite, dans certains cas, poursuivre ou limiter les arrêts ou refuser des traitements médicaux spécifiques. Ces directives anticipées, on peut de même les mettre par écrit et les transmettre dans son dossier médical numérique. De cette façon, les médecins en sont informés, avec la spécificité que les médecins n'y sont pas tenus, soit si jamais l'acte médical qui doit être posé est important et grave, en urgence, les médecins peuvent décider d'eux-mêmes. C'est un peu la limite. Néanmoins, dans la majorité des cas, ça permet de contraindre le médecin ou de moins d'informer très précisément le médecin sur la volonté du patient. Et si le médecin peut aller dans ce sens-là, il sera contraint d'aller dans ce sens-là. C'est important. Pour les personnes qui sont placées sous tutelle, autant pour la personne de confiance que pour les directives anticipées, il faut demander l'autorisation du juge des tutelles. Donc voilà, moi, Guillaume Dirien, je suis sous tutelle, mais je souhaite que Madame Zreki soit ma personne de confiance et je vais devoir demander au juge des tutelles pour qu'il l'accepte. Et pour les directives anticipées, également, lorsqu'on est sous tutelle, il faut demander au juge des tutelles l'autorisation de rédiger des directives anticipées. Et une fois qu'on a reçu cette autorisation, la personne les rédige seule. Son tuteur ne peut pas les rédiger avec lui. Ça, c'est important. Troisième point sur lequel je voulais faire un petit focus, c'était l'information médicale et la confidentialité. Donc, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Il n'y a pas de consentement valable sans une bonne information préalable. Ça, c'est extrêmement important.
Cette information doit porter sur toutes les composantes médicales. Seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peut dispenser le médecin. Un problème pratique, c'est la qualité de l'information donnée. Donc, c'était un peu le sens de ma question ce matin au docteur, c'était de dire comment vous vous assurez que votre information donnée, elle est loyale, c'est-à-dire que la personne a bien compris. Donc, la réponse a été un peu à côté, mais parce que je sais que c'est difficile hein, au quotidien. Il y a en réalité plusieurs entretiens parfois. Il faut faire œuvre de pédagogie. Il faut déjà essayer de comprendre que l'autre a bien compris, comprendre qu'il n'a pas bien compris, et puis peut-être réexpliquer. Mais donc, aujourd'hui, ce qui est important, le principe, c'est que l'information doit être de qualité, elle doit être exacte, et que si jamais on se rend compte que l'information, enfin du moins, on argue que l'information n'a pas été donnée, c'est au médecin d'apporter la preuve que l'information a été donnée. Et il doit apporter la preuve par tout moyen, notamment par un écrit. La personne protégée, donc qui est sous tutelle uniquement, a le droit d'obtenir l'information ainsi que son protecteur. Plus tard, juste après, on va parler du consentement. Le tuteur doit être informé pour pouvoir aider, assister son protégé dans la décision médicale à prendre. Pour toutes les autres mesures de protection, la personne, donc c'est-à-dire la sauvegarde de justice ou la curatelle, la personne reçoit seule l'information. On n'a pas besoin, le curateur n'a aucun droit à recevoir la même information. Sauf, évidemment, si la personne protégée qui est sous curatelle transmet l'information à son curateur. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en soi, le curateur n'a aucun droit pour venir recueillir cette information. Alors, le consentement aux soins, d'une part, je voulais vous dire que en matière de psychiatrie notamment, il faut bien comprendre que le patient a le libre choix de son médecin et de l'établissement de santé. C'est très clairement écrit dans le code de la santé publique. C'est pas le cas, Non mais oui, j'entends, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est sectorisé, je sais que c'est organisé autrement. Néanmoins, on a un article du code qui est clair, qui est express et sur lequel on peut s'appuyer. Quel article du code? 3211-1 Alors, je vais vous le dire tout de suite. C'est L3211 du CSP. Ça dit ça. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée de son choix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de réception. C'est une véritable blague, si je peux me permettre. Alors, tout simplement. Elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue des professionnels. Non, mais c'est mon avocate qui m'a dit qu'au niveau de la jurisprudence, c'est quasiment pas chance. Elle m'a dit, je te conseille de laisser partir. Excusez-moi, mais... Oui, non, mais moi j'écoute parce que c'est important. Et puis de toute façon, ça concourt. Moi, ça me dérange pas. Simplement que je veux rebondir sur ce que mais vous avez raison. C'est pas que c'est pas connu que vous pouvez pas le faire appliquer. Vous pouvez le faire appliquer d'autorité et puis vous présentez le texte au médecin. Pour le faire appliquer, il ne faut pas s'adresser aux médecins qui ne le connaissent pas. On s'adresse à eux dans un premier temps. En général, ils ne sont pas au courant de cette article. On a beau leur envoyer. Donc ensuite, il faut adresser une réclamation au directeur d'établissement. Oui, ce qui est intéressant. Allez, on va continuer, puis on va parler de ces questions-là après. Aujourd'hui, sur le consentement aux soins en soi, donc la loi a un peu changé et je vais vous lire l'article 1111-4 du Code de la santé publique pour que vous ayez bien conscience que c'est la personne qui consent aux soins elle-même. Donc, toute personne prend avec le personnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qui lui sont fournies, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment.
ça a des impacts importants, notamment, bon, je pense peut-être en schizophrénie, quelqu'un qui veut plus prendre à un moment donné son traitement, il peut ne plus le prendre. Et on ne peut pas lui imposer. Alors, on va prendre la question après. Alors, je sais que dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Mais ce qu'il faut, c'est simplement avoir à l'esprit la règle de base. Et toujours se la remémorer. Puis ensuite, après, c'est du cas par cas. Mais voilà, c'est important de savoir que la base, c'est ça. C'est le patient qui décide s'il accepte l'acte médical proposé. Je vous fais quand même une petite parenthèse. C'est le patient qui décide de l'acte, mais ce n'est pas lui qui va décider, qui choisit l'acte médical. Ça, c'est le médecin. Il faut faire là quand même la nuance. Donc, c'est le médecin qui va choisir un acte, qui va proposer un acte, et c'est le patient qui accepte ou non. Ce n'est pas le patient qui va dire je veux que vous me fassiez ça, ou je veux que vous me donniez ce traitement-là. Si le médecin ne veut pas, c'est normal. Donc, le patient, il peut refuser des soins, même s'il se met en danger. Si le patient, alors ça, c'est la base, hein. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut agir s'il y a urgence dans l'intérêt du patient. Voilà. De toute façon, en médecine et lorsqu'on parle des majeurs protégés, lorsqu'il y a urgence, le professionnel au plus près de la décision peut toujours agir. Alors, le cas des personnes placées sous protection juridique. Donc, le consentement aux soins est un peu plus complexe compte tenu de la vulnérabilité. Le législateur a tenté de trouver un équilibre pour définir qui a le pouvoir de décider en matière médicale. Alors, on se réfère à deux grandes catégories, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est la tutelle d'un côté et tous les autres de l'autre. Donc, première grande catégorie. Deuxième grande catégorie, on sait savoir si la personne est apte à exprimer sa volonté ou si elle n'est pas apte à exprimer sa volonté. Et là, on a deux régimes différents. Donc, si la personne est apte à exprimer sa volonté, le protecteur, c'est le tuteur, doit veiller à ce que l'information médicale soit bien comprise. Ensuite, la personne consent ou non, mais avec deux spécificités là encore. Le consentement est obtenu au besoin avec l'assistance du protecteur, et l'avis du protecteur est important, parce que s'il n'est pas du même avis, il peut saisir le juge des tutelles qui va trancher. Concrètement, le texte nous dit la personne décide seule de l'acte médical, au besoin. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que le tuteur n'est pas si nécessaire que ça. Néanmoins, comme le tuteur a un pouvoir de saisir le juge des tutelles s'il n'est pas d'accord, qui lui est expressément attribué par le texte, les médecins doivent absolument savoir si le tuteur a bien assisté la personne sous tutelle dans son choix médical. Parce que s'il ne le fait pas, le tuteur pourra dire qu'il n'a pas été informé, il n'a pas pu lui dire, alors, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas une deuxième validation, mais vérifier que le consentement donné est conforme. Et on ne peut donner ça que si on a bien reçu une bonne information. Et deuxième cas, c'est du coup si la personne protégée est hors d'état d'exprimer sa volonté. Alors, qui dit qu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté? C'est le médecin. Voilà, c'est le médecin qui va donner le traitement, qui va faire l'acte, qui va proposer un acte médical, etc. Il dit à ce moment-là, bon, je veux poser cet acte médical-là dans son intérêt, mais la personne manifestement n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Donc, que faire? Ben, lorsqu'il y a une tutelle, ce qui est important, c'est que c'est le protecteur qui consent à l'acte ou non. D'où l'intérêt de protéger des personnes qui sont fragiles, qui peuvent être fragiles. Parce que dans ces cas-là précisément, il arrive un accident de la route, il peut y avoir plein de cas multiples, la personne ne peut plus s'exprimer, c'est le protecteur qui va dire oui ou non. Et le médecin, il est obligé de recueillir son consentement. Alors, le tuteur, pour dire oui ou non, il tient compte de l'avis éventuellement préalablement exprimé par la personne protégée. Par exemple, je vous donne des exemples, parce que le tuteur, ça peut être un tiers, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Comment savoir quelle pourrait être la volonté de la personne? C'est notamment s'il a déjà accepté plusieurs actes médicaux semblables. On pourrait donc légitimement se dire que cet nouvel acte médical, la personne l'aurait accepté aussi. Voilà, donc il faut se référer au passé, trouver un éventail d'indices concordants
pour déterminer la volonté de la personne d'accepter ou pas le soin proposé par le médecin. Pour les autres cas de protection, la décision appartient au médecin, en tenant compte de l'avis de la personne dans toute la mesure du possible. Vous voyez, si jamais demain je suis dans le coma et que je n'ai pas désigné de personne de confiance, c'est le médecin qui va décider pour moi. Je ne peux pas exprimer ma volonté. Donc, le médecin, donc, concrètement, il va essayer de voir à droite et à gauche quelle était ma volonté, mais si il n'y a rien de clair, c'est lui, in fine, qui va décider. Donc le protecteur, dans ces cas-là, s'il n'est pas tuteur, n'intervient pas. L'avis de la personne de confiance n'est qu'indicatif. Elle est importante, mais elle est indicative. Alors, un petit focus sur un point précis, parce que je ne fais pas de l'hospitalisation sous contrainte, mais néanmoins, je connais une règle et je trouve que c'est important que vous la connaissiez sur les soins psychiatriques, c'est que si le protecteur n'est pas à l'origine de la mesure de demande de soins sans consentement, il ne sera pas informé de la sortie de son protégé. Donc, lorsque vous savez que votre protégé est placé en soins sans consentement, il faut tout de suite alerter l'établissement, dire que vous êtes présent et tous les jours s'informer de l'avancée de cette mesure. Parce que vous ne serez pas informé, et donc votre seul moyen d'être informé, c'est ponctuellement dire que vous êtes présent et demander à être informé. Ça a des impacts importants parce que, imaginons, votre protégé à des prestataires qui viennent à domicile pour l'aider au quotidien, à des aides qui lui sont attribuées au quotidien. Vous les avez stoppés parce qu'il est rentré en hôpital sans consentement. À un moment donné, pour son bien, il faudra les reprendre à sa sortie d'hôpital. Donc vous, en tant que protecteur, vous devez anticiper ça en essayant de savoir quand est-ce qu'il va pouvoir sortir de l'hôpital pour pouvoir remettre les besoins de compensation à jour pour votre protégé. Donc, dernier focus, c'est sur la compensation du handicap. La compensation du handicap, on l'a dit ce matin, et je suis entièrement d'accord, le traitement seul ne suffit pas. Donc, il faut accompagner le patient, le justiciable, dans une réinsertion. Il faut compenser son handicap par des aides. Donc, pour l'essentiel, on s'adresse aux maisons départementales des personnes handicapées, dites MDPH. Donc, on formule des demandes, on remplit un formulaire, un projet de vie. Parmi les aides qui sont possibles, la MDPH, c'est elle qui va orienter la personne handicapée en SAVS, en SAMSA, en FAM, c'est foyers d'accueil médicalisé, ce sont des personnes qui ont besoin d'une surveillance constante. Et c'est elle aussi qui va attribuer ce qu'on appelle la PCH, la prestation compensatoire du handicap. Alors, je vais faire un focus sur la prestation compensatoire du handicap pour la simple et bonne raison qu'il y a une évolution dans la loi à effet au 1er janvier 2023 et qui concerne spécifiquement les personnes atteintes de troubles cognitifs et donc les personnes schizophrènes. La PCH ne prenait pas bien en compte les besoins de ces personnes-là et donc on avait du mal à obtenir des aides concrètes pour ces personnes-là parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases de ce que pouvait indemniser ou aider la prestation de compensation du handicap. Alors pour obtenir la prestation de compensation du handicap, il faut remplir plusieurs critères. Donc est-ce que la personne elle est mobile, est-ce qu'elle sait s'entretenir personnellement, est-ce qu'elle a des problèmes de communication, ou est-ce qu'elle a des problèmes dans les tâches quotidiennes et exigences générales ou ses relations avec autrui. Ça, c'est la dernière spécificité qui vient d'être introduite par la loi. C'est-à-dire que si la personne ne sait pas s'orienter dans le temps ou l'espace, ne sait pas gérer sa sécurité, ne sait pas maîtriser son comportement avec autrui, et ne peut pas accomplir des tâches multiples, il va y avoir une aide humaine spécifique qui va pouvoir être accordée. Donc aujourd'hui, si vous avez connaissance de personnes schizophrènes qui ont une prestation de compensation du handicap à l'heure actuelle, vous pouvez faire une demande de renouvellement de sa prestation compensatoire. Vous faites simplement un courrier en disant « J'ai appris qu'il y a une loi qui vient d'être en vigueur aujourd'hui, je demande une réévaluation de telle personne,
afin que ces droits soient mieux pris en compte. Et ça, c'est important. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui, même si la mesure de prestation du handicap, voilà, elle se termine dans 2 ou 3 ans, mais vous pouvez la faire réévaluer dès aujourd'hui parce que la loi vient de changer. Donc ça, c'est important de le savoir. Je vais répondre juste après. Donc, si la MDPH dit que vous avez le droit à une prestation de compensation du handicap, notamment sur les aides humaines, je voulais vous dire ce que ça recouvrait, ce que vous pouvez avoir grâce à ça. C'est notamment une aide financière qui va pouvoir dédommager un aidant familial, rémunérer une ou plusieurs salariés, et qui va pouvoir effectivement rémunérer une personne qui va venir l'aider pour les actes essentiels, qui va pouvoir la surveiller. Ça va être un soutien aux besoins d'autonomie et avec un projet pédagogique sur la maîtrise du comportement, la réalisation de tâches multiples, et ça à hauteur de 3 heures par jour, cumulable avec ce qui se faisait avant. Excusez-moi, mais la demande de PCH, il faut également un avis médical. Oui, il faut un avis médical. Et du coup, je voulais terminer par ça, parce que lorsqu'on fait une demande à la MDPH, il ne faut pas croire que ça se fait d'un claquement de doigts. Il faut absolument bien monter son dossier. Il faut faire une demande, vous connaissez les formulaires, il faut bien les remplir, et le certificat médical également. Dans le cadre du projet de vie, il faut effectivement que les médecins traitants, les médecins spécialisés qui suivent la personne, rédigent des certificats médicaux qui vont dans le sens du projet de vie. Attention à une lacune, lorsque vous voyez ça sur l'un des médecins qui suit la personne handicapée, parfois les médecins disent telle personne a besoin de l'AH, telle personne a besoin de prestation de compensation du handicap, aide humaine à hauteur de temps. Il faut tout de suite demander au médecin de refaire. Parce que ce n'est pas lui qui décide, c'est l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Le médecin doit noter dans son certificat médical quelles sont les conséquences du handicap sur la vie quotidienne de la personne handicapée. Il ne doit pas il ne doit pas user d'autorité en disant la personne a besoin de ça, 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 ça. C'est pas lui qui décide, c'est la MDPH. Et parfois, les personnes nous disent j'ai un dossier complet, le médecin a dit que j'avais droit à ça, 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 je comprends pas, la MDPH ne m'a pas accordé ce qui a été noté. Parce que c'est pas le médecin qui décide, c'est la MDPH. Et si la MDPH n'a pas les conséquences du handicap sur la vie quotidienne, elle ne va pas pouvoir accorder de droit, elle ne va pas pouvoir comprendre quel est son besoin au quotidien. Et donc, ne comprenant pas ça, elle n'attribuera pas de droit. C'est extrêmement important, notamment dans, vous savez, il y a 2 formulaires, un formulaire de demande et un formulaire avec le certificat médical type MDPH. Ce certificat médical type MDPH, il doit être rigoureusement bien rempli. Hein, vous savez que sur tous les items, il faut cocher A, B, C ou D. Un médecin qui le remplirait mal prive effectivement tout de suite la personne de ses droits. Pourquoi? Parce que le médecin dit bon ben il a droit à un SAMSA, il a droit à ci, à ça, à ça. Et puis derrière il va nous dire oh mais elle sait s'orienter dans le temps, je vais cocher A. Mais en réalité, peut-être que concrètement, c'est pas du tout s'orienter dans le temps, c'est pas du tout s'orienter dans l'espace. Et lorsque le médecin a coché un A, ça aurait pu être un C ou un D. Ce sont les cases C et D qui vont commencer à pouvoir attribuer des droits et à faire dire à la MDPH que cette personne-là est en manque d'autonomie. C'est vraiment le critère déterminant. Donc, il faut veiller à ce que ce certificat médical-là que vous allez transmettre à la MDPH soit en parfaite cohérence avec le projet de vie. Et s'il n'est pas en cohérence, la MDPH se référera uniquement à ce certificat médical. C'est ce qui va tout déterminer. Et après, s'il est mal rempli, je peux vous l'assurer parce que c'est mon quotidien en termes de contentieux, c'est une galère absolue et on est obligé d'attendre 1 an, 2 ans pour pouvoir en refaire un, etc. Et remettre la personne sur les rails. D'accord? Parce que si on va le refaire 6 mois après, la MDPH va dire oui, mais bon, il a été fait, en fait, il a été télécommandé par l'avocat, alors qu'il ne correspond pas à la réalité de la personne. S'il correspond à la réalité de la personne, c'est que l'avocat a vu que le certificat médical ne correspondait pas à la réalité des besoins de la personne. D'accord?
il faut, lorsque vous allez en rendez-vous médical avec ce certificat médical-là, et la personne, il ne faut pas se contenter des réponses, par exemple, de la personne. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le médecin dit, est-ce que vous savez vous habiller, vous déshabiller? La personne va dire, bah oui. Bon, bah, j'ai noté A. Donc A, c'est s'habiller sans difficulté. En réalité, elle s'habille, elle se déshabille, mais il lui faut 3 quarts d'heure. Bah, 3 quarts d'heure, c'est plutôt un C, c'est-à-dire que pour s'habiller et se déshabiller de manière normale comme tout le monde en 30 secondes, il lui faut l'aide de quelqu'un. Entre un A et un C, les droits ne sont pas les mêmes. Et si voilà, les droits ne sont pas les mêmes, et s'il y a refus, après ça crée de la frustration, etc. Ça crée énormément de douleur, ça crée une mauvaise prise en charge, voilà, le suivi de la personne n'est pas assuré. Donc c'était vraiment un point sur lequel je voulais vraiment insister, ce certificat médical type, il faut bien le renseigner. Voilà, donc j'en ai terminé. Si vous avez des questions, il n'y a pas de difficulté. Aussi, Alors, moi j'en ai une question concernant, tout à l'heure, on a eu le mandataire également, le compte de gestion annuel. oui. Voilà, c'est une obligation. Oui. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait quand le problème se pose et que le curateur ne le fournit pas? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire s'il ne le fournit pas? Puisqu'on ne l'a jamais reçu, ça fait déjà 2 ans. Ah, mais il n'a pas l'obligation de vous le transmettre. Hein. Pas moi. C'est pas une obligation pour le patient. Ah bah non, il doit le transmettre au juge, pas à vous. Mais pas à la il doit le tenir informé, mais il ne le transmet pas, non? Le patient n'est pas obligatoirement informé. Si ce n'est pas dans son intérêt, il peut effectivement ne pas le transmettre. Ouais. Et moi, je connais des mandataires qui ne transmettent pas parce qu'ils savent derrière que la famille, etc., va pouvoir contester, etc. Voilà. D'accord, donc il y a uniquement le juge qui est destinataire. Ah oui, de droit, le juge est destinataire. Et vous pouvez demander au juge, mais le juge peut vous refuser de... Enfin, la famille, oui, mais je pensais que... Parce que là, on a demandé à mon fils de signer une lettre en disant au curateur, je réclame. Donc ça, c'est la personne qui est protégée même. Mais ils ont dit qu'ils vont l'envoyer, ils ne l'ont jamais envoyé. Donc, c'est pas une obligation. Parce que le juge va pouvoir se poser la question de savoir pourquoi le curateur a signé cette lettre. Parce que le patient a signé la lettre. Alors je ne sais pas. Non, parce que je veux dire, c'est le curateur a demandé à ce que la personne protégée, en l'occurrence, il s'agit de mon fils, qu'il signe. C'est pas moi. Moi, je suis la mère. Ah oui, bah, c'est pour se couvrir. C'est pour se couvrir. Ah, c'est pour se couvrir. Donc, en fait, on n'a aucun droit de ce côté-là. Vous n'êtes rien. On doit leur faire confiance totalement. D'accord. C'est plus... Voilà, il faut nuancer, mais effectivement, celui qui a les rênes, on l'a dit tout à l'heure, hein, la personne, elle est majeure. Donc, c'est elle qui décide, etc. Et puis, elle est assistée. Donc, tout est centré sur elle. Et puis, la famille autour, bah, ce sont, entre guillemets, des tiers. C'est difficile à entendre, mais il faut l'accepter. Et si on accepte cette notion, après, ça se passe mieux parce que on va avoir une bonne relation avec le curateur et on va avoir les informations qu'il faut, etc. Mais si effectivement il y a de la crispation et qu'on refuse cette notion de tiers, derrière, on peut arriver dans des cas comme ça où sauf à voilà, c'est ça là. Voilà, mais effectivement, il faut au moment où on demande la mesure, demander d'être subrogé du professionnel, curateur ou tuteur. À partir de là, on va avoir accès au compte. De droit. Et juste une autre question pour savoir le mandat de protection future. Est-ce qu'on peut choisir pour nous-mêmes le même mandataire que celui de notre enfant qui est déjà protégé? Je ne vois pas ce qui s'y oppose. Rien s'y oppose. Après, le juge peut tiquer si jamais il peut y avoir une difficulté avec des conflits d'intérêts, etc. Moi, je ne vous le conseille pas, parce qu'il peut y avoir conflit d'intérêts sur le long terme. Et ensuite, ça serait dommage de prévoir l'avenir, et puis lorsque l'avenir se présente, que le juge dit bah, non, en réalité, je n'accepte pas votre mandat de protection future, je le révoque, j'ouvre une mesure normale, et puis je vais désigner soit quelqu'un de la famille si la famille est d'accord, soit un tuteur tiers si manifestement ça ne fonctionne pas. Bon, allez-y. Alors, moi, je suis salariée bénévole de mon fils, puisque je fais le ménage chez lui, enfin, je m'occupe de lui, je fais tout. Donc, en fait, dans la mesure où je fais partie de la famille, eh
il n'aurait pas le droit à la prestation de compensation du handicap, puisque c'est sa mère qui s'occupe de lui et non pas une personne extérieure. Si, parce que ça peut dédommager un aidant familial. Si vous avez le droit, vous avez le droit d'être aidant familial. Vous aurez le droit à un petit salaire. C'est très peu élevé. Exactement. Par rapport à ce que fait un professionnel, c'est vraiment sans commune mesure. Mais vous aurez le droit, si vous demandez la PCH, en disant que l'aide, c'est vous qui l'apportez, c'est fait, vous aurez le droit à une petite compensation. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on aurait droit effectivement à une compensation. Non, mais je te demande ça comme ça. Okay. Bon, après, vous pouvez être aussi intelligente en disant non, moi je ne m'occupe pas de mon fils, et donc percevoir pour que des prestataires extérieurs viennent. Et puis après, bon, vous vous débrouillez. Etc. Après, j'ai une autre question, excusez-moi. Comment se fait-il, quand mon fils a été hospitalisé, il était en hospitalisation d'un tiers, comment se fait-il que le médecin me demandait à moi de signer la demande d'hospitalisation et pourquoi ce n'est pas son curateur qui a signé son mandataire? Ah bah parce que le curateur, il n'a pas à le signer. Ah, c'est pas lui. Non. Et votre fils était mineur ou? Il était majeur. Il était majeur. Je pense que c'est toujours signé. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les médecins parfois prennent plus de précautions. Mais vous n'avez pas à signer? Excusez-moi, maître, mais il y a aussi plus de facilité à contacter la famille. Oui, mais si on parle en termes d'obligation, vous n'avez pas eu à signer. C'est juste que le médecin vous fait signer pour se couvrir, pour dire j'ai informé la famille, j'ai informé les proches, tout le monde est d'accord, etc., etc. Le curateur, comme je disais tout à l'heure, il... Non. D'accord. Et il demande donc il demande à la famille de signer parce qu'il me disait que c'était plus simple une hospitalisation d'un tiers. Sinon, il serait obligé de passer par le préfet. Ah, donc vous parlez de l'hospitalisation sans consentement, c'est ça? Oui. Ah, mais alors là, ça n'a rien à voir. Les soins sans consentement. Mais là, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet. Et je crois que vous aurez une formation spécifique là-dessus avec un avocat qui est spécialisé, ce que je ne suis pas. D'accord. Merci beaucoup. Vous aurez un atelier justement sur les soins sans consentement et tout ce qui est droits fondamentaux des malades à ce niveau-là. Oui, bonjour. J'ai une question un petit peu personnelle. En fait, je suis donc la curatrice de mon frère. C'est une curatelle renforcée et je suis curatrice depuis 10 ans maintenant. Donc, le renouvellement a été fait il y a 6 mois et donc j'ai été le mois dernier auprès des juges des tutelles. Et au vu, finalement, on fait tous les 5 ans avec un médecin généraliste. Ouais. Et la juge me disait qu'au vu de finalement l'état qui reste stationnaire, mais avec l'entretien qui a été fait avec mon frère, où il a vu que finalement il avait du mal quand même à répondre aux questions et qu'on était un petit peu entre l'assistance et la représentation, elle m'a demandé dans l'année qui consulte un médecin expert pour une vérification sur la tutelle. Donc, moi, je sais que je le gère régulièrement et qu'il est vraiment entre les deux. Il y a des moments sur certaines décisions, il peut avoir ses avis et d'autres pas du tout. La question est maintenant, qui a le dernier mot? C'est le médecin expert, c'est le juge des tutelles ou c'est la famille et le curateur dont je Alors, suis? qui a le dernier mot? C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'obtempérer à l'injonction du juge, c'est ça? Bah, la curatelle renforcée me semble correcte. Vous semble suffisante? Alors, c'est, entre guillemets, c'est simple. Soit vous obtempérez à l'injonction du juge, donc vous demandez à un médecin expert, c'est pour savoir s'il convient d'aggraver la mesure de protection. Et donc, à partir de là, c'est le juge qui, in fine, décidera s'il faut l'aggraver ou pas. Soit vous n'obtempérez pas à l'injonction du juge, et advienne que pourra, le juge en tirera toutes les conséquences. Finalement, la décision, je l'ai eue, j'ai un renouvellement pour 60 mois de curatelle renforcée. Donc, ce que m'a dit le juge lors de l'audience n'a jamais été écrit. Alors, ça n'a peut-être pas été écrit. Passer 60 mois. Ah, ça peut-être pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et à mon avis, il n'y a personne qui viendra vous voir à ce sujet-là, mais n'empêche que dans 60, s'il se passe quelque chose de grave, le juge vous dira, mais attendez, moi, je vous avais dit, parce qu'il y a ces notes d'audience, il faut distinguer le jugement et les notes d'audience. Limite, allez voir dans le dossier les notes d'audience pour savoir ce qui a été écrit. Mais si le juge vous dit, moi, je vous ai demandé ça, vous ne l'avez pas fait, il s'est passé quelque chose de grave,
Manifestement, vous n'avez pas accompli ce que je vous ai demandé de faire. Vous n'êtes pas apte à assurer la mesure de protection, donc je vais désigner quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le risque. À mon avis, dans ce que vous me dites, c'est minime parce qu'il y a un état qui est stable. Et puis voilà. Là où le juge exagère, c'est que vous pouvez tout à fait demander, donc, avec la révision, avec un médecin généraliste comme vous faites. D'accord. Il n'y a pas d'obligation de demander à un médecin spécialisé. Il y a une obligation de demander à un médecin spécialisé que si on estime qu'il y a une possibilité d'aggraver la mesure. Là, il n'y a que lui qui peut. Donc, en gros, oui, ma décision, ça sera on attend 60 mois, et dans 60 mois, on demande à un médecin expert pour vraiment savoir ce qu'il en est. Voilà. Et si à un moment donné, vous avez un doute, quelque chose, vous dites, attendez, la situation se dégrade, allez voir tout de suite un médecin expert pour pouvoir aggraver s'il faut dans l'intérêt de… Même avant les 5 ans. Oui, même avant les 5 ans. Ce que je voulais dire aussi, enfin voilà, c'est quelque chose auquel je penserai tout de suite, mais tout à l'heure, on a parlé de curateur, d'urgence, tatati tatata. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes curateur. Même si vous n'êtes pas curateur, vous pouvez, s'il y a urgence, tout de suite saisir le juge des tutelles pour demander une aggravation de la mesure ou prévenir de l'urgence ou demander à un médecin expert de venir diagnostiquer la personne pour qu'il donne son avis médical sur la personne. Donc ça, c'est quand même important. Et le curateur qui est là, qui connaît la personne, qui l'assiste, qui la suit, s'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est dans le texte du Code civil, il a la possibilité légale d'avertir le juge des tutelles immédiatement. Donc voilà, quand bien même c'est pas quelqu'un qui peut donner, par exemple, qui a de pouvoir dans la prise de décision sur les sujets médicaux. S'il se rend compte intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas, s'il y a un acte qui peut être pris par son majeur protégé qui manifestement est disproportionné, il a la possibilité, pas d'agir auprès des médecins, mais d'agir tout de suite auprès du juge. Donc ça, c'est important de le garder en mémoire. J'ai juste une petite précision pour comprendre. Quand ils sont sous curatelle, ils sont bien sur le tribunal du lieu d'habitation du majeur protégé. Oui. Alors que quand c'est sur tutelle, c'est la jurisprudence de l'adresse du tuteur. Ben oui, parce que c'est le domicile. Et chez le tuteur, c'est le domicile. C'est ça. D'autres questions? Voilà, j'aurais deux questions à propos des revenus. Bon, il y a l'allocation adulte handicapé et il y a le travail protégé. Moi, je connais plusieurs personnes atteintes de schizophrénie depuis de nombreuses années. Et j'ai suivi un peu leur parcours. Très peu peuvent, parmi celles que je connais, avoir un travail protégé. Mais il y en a. Or, je connais deux cas où, malgré la bonne volonté de la personne, ça ne se passe pas bien, y compris dans le service public. Ouais. Est-ce que vous êtes amené à intervenir dans ce cas-là? Parce que moi, et que faire? Alors, je ne sais pas si je peux. Ma deuxième question, c'est que moi, ce qui me paraît curieux, c'est qu'il y a l'AAH, le travail protégé à temps plein, et pas de système intermédiaire, ou du moins je ne le connais pas. Or, ça ne correspond pas à la réalité de beaucoup de patients. C'est-à-dire que certains pourraient travailler un peu, mais avec une compensation à côté parce qu'ils ne gagneraient pas suffisamment leur vie. Et ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. J'espère que je me trompe. Vous ne vous trompez pas parce que l'AAH, elle est à… En fait, c'est deux régimes qui sont complètement distincts, qui sont complètement autonomes. D'une part, l'AAH, on l'a soit si on a 80% d'auto-handicap, soit entre 50 et 70, mais avec une restriction substantielle à l'emploi. Donc, s'il n'y a pas de restriction substantielle à l'emploi et qu'on est en dessous des 80, on est obligé de travailler pour obtenir effectivement des ressources. Donc, il n'y a pas de régime intermédiaire, du moins à ma connaissance. Hein, peut-être qu'après… Ouais. Donc, quelqu'un qui touche l'AAH, s'il veut travailler, peut faire du travail bénévole, s'il trouve, mais pas de travail rémunéré pendant par exemple… En fait, il peut, mais son AAH sera diminué d'autant. Hein, c'est ça, l'AAH, voilà, elle fluctue. Mais c'est un système qui existe quand même. Ouais.
Ils n'ont pas d'intérêt financier à travailler les Ouais, après, ça dépend si les revenus sont supérieurs à 10 000 euros l'année, etc. C'est un calcul extrêmement complexe fait par la CAF, sur lequel on se casse souvent les dents parce qu'on ne comprend pas bien. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que si vous avez un revenu supérieur à 10 000 euros l'année, votre AH est sucré. Et inférieur, ça diminue d'autant. Et après, ils ont un système aussi où ils réfléchissent à N-2. C'est revenu pris à N-2, donc qui ne correspond pas forcément à la situation actuelle. Parfois, on a besoin de l'AH tout de suite parce qu'on ne travaille pas, mais à N-2, vous travaillez, donc vous ne la touchez pas. Donc, il faut attendre. Bon, je suis désolé, je ne suis pas législateur, je n'ai pas de solution miracle, mais c'est ça la règle. Bon, c'est moi qui ai le con. Je vais parler de mon expérience. Justement, je travaille dans la fonction publique et effectivement, j'avais des collègues qui étaient schizophrènes et paranoïaques. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il y a le comité d'hygiène et de sécurité, mais c'est pas évident. Je crois qu'il faut passer par le médecin du travail. Je me souviens une fois, où des personnes étaient en crise, ils buvaient et du coup, c'est passé par ce biais-là au lieu de. Oui. D'accord. Ah oui. Et donc voilà, c'était mon expérience. Okay. Et autre chose, en fait, je voulais simplement dire dans le cas de la protection des personnes vulnérables, en dehors de la tutelle et curatelle, il existe aussi l'abus de faiblesse qui peut être utilisé. Par exemple, on a employé les caisses de vin ou plusieurs contrats de téléphonie. Voilà, avec un certificat médical, je pense que ça peut marcher. Voilà. Alors là-bas, il y a d'autres questions. Oui, alors il y a le monsieur là-bas qui demandait tout à l'heure. Et après, OK. Et après, on y va. Ah. Merci pour les informations, maître. Tout à l'heure, vous parlez par rapport aux différentes demandes. Il y a aussi la pension d'invalidité qui peut être demandée pour les personnes schizophrènes. Et j'avais discuté avec une avocate qui me parlait de la maîtrise du comportement ainsi que la gestion de la sécurité. Parfois, les personnes schizophrènes ont un syndrome de schizophrénie paranoïde et ils sont dans la capacité totale de gérer des émotions, des pulsions ou de maîtriser leur comportement. Et des fois, ils se mettent en danger. C'est pour cela que j'aimerais vous poser une question. On m'a dit que ceux qui perçoivent la pension d'invalidité, car il y a 3 catégories, de 3e catégorie, n'auront pas le droit à une PCH. Ils auront droit à ce qu'on appelle une majoration tierce personne, qui est une somme qui leur a été donnée par mois. Moi, ma question est la suivante. Vous avez dit que le patient décide en fait d'être soigné ou pas. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va dans un hôpital public, on est obligé de prendre un traitement. Je ne vois pas en fait comment le patient peut refuser son traitement, sachant que dans son dossier médical, il est écrit qu'il est atteint de schizophrénie paranoïde. Et parfois, ces personnes-là sont tout à fait normaux pendant un mois. Et il peut s'avérer qu'un déclin, je ne sais pas, quelqu'un qui fait mal son travail ou quoi que ce soit, ils deviennent agressifs ou même parfois peuvent tuer certaines personnes. C'est pour ça que j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vraiment ces personnes ont le droit de ne pas se soigner et de ne pas prendre des médicaments s'ils se sentent bien? Et en l'occurrence, est-ce que ces personnes, s'ils ne prennent pas leur traitement, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un tuteur, mais qui est par exemple leur mère ou leur père, qui peut être par exemple illettré? Voilà ma question. Alors, bon, je pense que je vais faire une réponse très simple, mais peut-être que je répondrai à toutes tes questions parce qu'il y en a eu beaucoup en une seule phrase après, juste après. Comme ça, on va pouvoir laisser peut-être. Mais pour te dire, pour moi, c'est simple. Tu peux refuser ton traitement et si le médecin estime que c'était un danger pour toi-même ou pour la société, tu passes en hospitalisation sous contrainte. Mais en soi, toute personne peut dire non, moi, à un moment donné, je ne veux pas prendre ce traitement et je m'en vais de l'hôpital. On est libre, on est majeur. Voilà. Et puis ensuite, après, sur la question de la tutelle, sur la question de l'invalidité catégorie 3, il n'y a pas de problème, je connais. Je vais te répondre juste après. Mais là, je pense qu'il y a… Oui,